Bonsoir. François Mitterrand a présidé son 14e défilé du 14 juillet 1994 en pensant à l'avenir politique, pas au sien. C'était son dernier défilé, mais à celui de la France et de l'Europe. C'est le sens qu'il a voulu donner à la présence à ses côtés du chancelier allemand Helmut Kohl et à la présence sur les Champs-Élysées des soldats allemands qui ont défilé à bord de chars marqués de la croix de fer. Olivier Lerner. C'est l'image symbole de ce 14 juillet. Le général allemand Helmut Wühlmann est à la tête de l'Eurocorps. Gravité et émotion. 800 hommes sont sous ses ordres. Des Belges, des Luxembourgeois, des Espagnols, des Français et bien entendu des Allemands. Émotion partagée par Helmut Kohl, debout dans la tribune officielle. Des soldats et des chars allemands défilent sur les Champs-Élysées pour la première fois depuis l'occupation. Les panzers de la Bundeswehr sont reconnaissables entre tous, avec cette croix blanche et noire incrustée sur les blindés. Une image qui n'a laissé personne indifférent, mais qui n'a pas provoqué d'incident. L'Eurocorps montre que l'Europe est en train de naître, a glissé Helmut Kohl dans l'oreille de François Mitterrand. Un François Mitterrand visiblement détendu et satisfait après cette première pour une dernière. Les légionnaires avec leurs tabliers de cuir, les polytechniciens en uniforme noir qui avaient tous épinglé un ruban rouge, signe de solidarité dans la lutte contre le sida, et les sapeurs-pompiers de Paris ont été les plus applaudis au cours de ce traditionnel défilé, mais qui cette année n'était pas tout à fait comme les autres. Dernier 14 juillet pour François Mitterrand en tant que président. Pas de pluie, pas assez de soleil, pas d'avion, excepté les 9 Alpha Jets de la patrouille de France. Pas très grave, parce que l'intérêt était ailleurs. Les soldats allemands n'ignoraient rien de la polémique que leur présence a suscité. Ils semblaient même comprendre les réserves et le malaise des anciens combattants. Ils devaient éprouver ce matin une certaine appréhension avant le défilé. Image filmée par Laurent Amida qui était à bord d'un char et commentée par Marie-Pierre Samitier. Rude journée pour les 200 jeunes Allemands du corps européen qui ont défilé devant les Parisiens. Tout au long du parcours, il y a eu de longs silences, des applaudissements souvent timides. L'étoile jaune et le pyjama des déportés pour que les jeunes n'oublient pas. Plus loin, lorsque les chars allemands sont passés devant les vétérans de la 2e DB, celle du général Leclerc, les anciens combattants ont eu le cœur serré, ils ont applaudi tout de même. Sur les chars allemands, j'aurais préféré un autre insigne que la croix de fer. Ça vous a choqué? Ça m'a beaucoup choqué. Beaucoup. Moi, elle ne me gêne pas, je vous dis la croix de fer. C'est l'emblème de l'armée allemande. Nous, on a combattu la croix gammée, c'est tout à fait différent. Il fallait y arriver. Croyez pas que 3 guerres, ça n'a pas suffi. Finalement, il n'y a pas eu de manifestation excessive pendant ce défilé et le public a plutôt accepté, avec quelques nuances, la présence des blindés allemands sur les Champs-Élysées. Je trouve que c'est bien, qu'il est temps qu'on ouvre un nouveau chapitre, peut-être de l'histoire. Je trouve que c'est un bon signe. Je pense qu'il faut un jour se réconcilier. C'est pas à notre génération d'ailleurs à le faire, c'est aux jeunes. Et ils le feront très bien, je trouve. Si on va vers une paix en Europe, ce que nous espérons tous, je trouve ça normal. Ce que je trouve un peu moins normal, c'est que ça se passe juste le 14 juillet. On pourrait bientôt croire que ce sont les Allemands qui ont libéré la capitale, alors que c'est la résistance quand même. Tout de même, l'Europe et l'avenir étaient bien les mots-clés de ce 14 juillet. Les réactions à cette initiative prise par François Mitterrand montrent à quel point le paysage politique est éclaté en France. Réactions fort diverses à droite comme à gauche. Charles Pasqua, qui s'est démarqué d'autres ministres, a estimé hier que la date choisie n'était pas la bonne. La réponse du président de la République dans l'entretien accordé aujourd'hui à 13h à France 2 et TF1. Le Premier ministre a été compréhensif. De toute manière, je l'avais décidé. Je suis chef des armées, j'ai pris la décision que je devais prendre. Pour tout dire, je n'ai rien engagé de polémique personnelle ou intérieure à l'égard de M. Pasqua. Simplement, il a exprimé la voix du passé. J'essaie d'exprimer la voix du futur. Chacun son genre. On ne va pas se cogner la tête contre les murs
Parce qu'il y a beaucoup d'Allemands. Il n'y a qu'une réponse à cela. Il faut rendre la France plus forte. Non, c'est une dans réponse, son économie, dans sa psychologie, dans son sentiment de cohésion nationale, dans ses réussites techniques, scientifiques. Quel est l'orgueil d'être elle-même. Elle a de quoi. Et moi, j'ai confiance en la France. La présence des Allemands à Paris a donné à ce 14 juillet 1994 une singularité, mais il y en avait une autre, franco-française, que Nathalie Saint-Cric a pu observer dans le parc du Palais. C'était la dernière Garden Party. 14e Garden Party de François Mitterrand, mais surtout la der des der. Alors, bien sûr, il y avait les nostalgiques, bravant la foule, et qui, pour rien au monde, n'aurait raté cela. Il y avait ceux, moins affectifs, qui étaient venus pour voir, être vus, boire et manger. Gauche-droite, Mitterrand ou pas, pour cela, une Garden Party reste une Garden Party, même la dernière. Bref, une ambiance entre indifférence, nostalgie et agacement. C'est la dernière Garden Party, alors qu'est-ce que vous pensez de la dernière Garden Party? Vous avez fait toutes les Garden Party, alors... navrant. Pour nous, c'est une époque qui se termine, et ainsi va la vie. En 81, c'était l'élan, aujourd'hui c'est la réflexion. Voilà. On cherche des voies nouvelles, mais on trouvera. La nostalgie, c'est un plaisir subtil, mais je crois qu'il faut quand même essayer de se tourner vers ce qui est devant nous. On a fait le voyage depuis la Nièvre, parce que c'était la dernière. Je ne suis pas persuadé que ce soit la dernière. C'est pas forcément ce que je souhaite non plus. Certains, comme Bernard Tapie, ont fait une apparition discrète, mais hautement symbolique à l'Élysée. Édouard Balladur, lui, n'a fait que passer, mais d'autres, arpenter les pelouses, non sans arrière-pensée. Mécanique infernale, ça. C'est pas la dernière pour moi. Vous allez dire que je suis là en tournée de reconnaissance. Peut-être, mais c'est très bien ici, hein. Ça donne envie. Ce n'est plus mon parc de Paris, hein. Il est chouette, hein. C'est peut-être bientôt aussi. La difficulté, c'est pour y avoir accès en permanence. Bref, ils étaient nombreux à se demander s'ils seraient présents l'an prochain à la fameuse Garden Party, et surtout à l'invitation de qui l'on fêterait le 14 juillet 1995 à l'Élysée. Daniel Mitterrand n'a pas assisté aux cérémonies du 14 juillet, c'est ce qu'on précise à l'Élysée. L'épouse du président de la République est hospitalisée. Elle subira une intervention chirurgicale. La nature de l'intervention n'est pas précisée par l'Élysée. Revenons à l'interview traditionnelle de François Mitterrand. Le chef de l'État a répondu aux questions d'actualité incontournables. L'augmentation du SMIC, insuffisante, la relance, prévisible, la diminution du chômage, aléatoire, la cohabitation, toujours paisible, etc. etc. Mais ce que l'on retiendra surtout des propos du président de la République, c'est un certain détachement à l'égard des contingences politiques, comme s'il entrait déjà à petits pas dans l'histoire. Ce sera le dernier entretien que j'aurai avec vous ou d'autres de vos confrères un 14 juillet. Je n'en suis pas fâché. Et en même temps, ce que j'aurais fait m'aura passionné. Donc vous voyez un homme qui est partagé dans ses sentiments. Mais le sentiment de la raison passe avant l'autre. Il est bon, non pas de changer de rayon politique. Je ne serais pas forcément heureux à la présidence de la République, mais il est bon de changer les personnes. Songez que les enfants de 15 à 20 ans, c'est depuis qu'ils ont conscience de la vie politique de leur pays. Ils n'ont jamais vu que moi. Je serais à leur place, je serais un peu lassé. À 10 mois de l'élection présidentielle, donc de sa sortie, François Mitterrand a voulu ainsi rester au-dessus de la grande mêlée qui s'annonce, Arlette Chabot. Oui, alors vous savez, la coquetterie de François Mitterrand consiste désormais à rappeler systématiquement son âge et à dire lui-même ce que d'autres pensent, à savoir 14 ans, ça suffit, et vous l'avez entendu, ça peut même lasser. Cette coquetterie est au fond l'un des éléments du nouveau comportement du président, fait de recul, de distance, d'ironie même, celui d'un homme dont la tâche présidentielle et le combat politique personnel seront effectivement achevés dans 10 mois. Alors cette échéance le rendrait-elle indulgent, car il a distribué aujourd'hui davantage d'éloges que de critiques. L'estime pour Raymond Barre, les
qualités reconnues d'Édouard Balladur, de Jacques Chirac, le vieil ami Jacques Delors, seul Michel Rocard y échappe quand François Mitterrand rappelle le très mauvais score du Parti socialiste aux élections européennes. Et s'il regrette certains actes du gouvernement, comme la loi Pasqua sur la sécurité, François Mitterrand l'accompagne tout de même d'un mot aimable pour le ministre de l'Intérieur. Donc le temps n'est plus à la polémique, c'est trop tard. En revanche, il est sans doute trop tôt aux yeux de François Mitterrand pour faire le bilan de ces 2 septennats. Cela relève de l'histoire. Trop tôt aussi pour définir de grandes orientations pour la France de l'après-Mitterrand. Trop tôt enfin pour faire connaître son choix pour l'élection présidentielle de l'année prochaine. Ce sera sans doute l'un des derniers plaisirs d'un président qui ne craint plus rien de ses adversaires et qui visiblement savoure ses derniers mois à l'Élysée. Tout de même, on aura remarqué l'hommage appuyé de François Mitterrand à Jacques Delors, très sollicité en ce moment à gauche, pour se lancer dans la course à l'Élysée. Mais pour l'instant, le président de la Commission de Bruxelles adopte une attitude fort mitterrandienne. Il ne dit rien de ses intentions. Il attend de passer le relais à son successeur, qui sera sans doute désigné demain à Bruxelles. Philippe Sassier. Le 5 janvier prochain, après 10 ans passés à Bruxelles, Jacques Delors quittera la présidence de la Commission européenne. Une commission qui a redonné un nouvel élan à l'Europe avec notamment la réalisation du grand marché et l'ambition de l'union économique et monétaire. En revanche, l'Europe bat des records de chômage et l'euroscepticisme fait également partie de l'héritage Delors. Pour ses réussites et cet échec, la succession n'est pas facile. Jean-Luc Dehaene, Premier ministre belge, qui passe pour avoir l'esprit carré dans un corps rond, était favori. Certainement trop, car il était le candidat quasi officiel de la France et de l'Allemagne. Alors, au sommet de Corfou, il y a 3 semaines, coup de théâtre, Dehaene recueille en définitive 11 voix, mais la 12e, celle des Anglais, est un veto. Une mini-crise commence. Les Anglais sont seuls contre 11 à refuser Dehaene, mais ils sont, semble-t-il, gagnés. Ça ne sera pas lui. Le nouveau favori est Jacques Santer, Premier ministre luxembourgeois. On vante son esprit de conciliation, une manière élégante de dire que la Commission aura peut-être moins de pouvoir que sous Delors. À Bruxelles, on dit que le choix de Jacques Santer montrerait que les gouvernements européens veulent regagner du pouvoir. Or, la construction européenne suppose l'abandon de certains pouvoirs. Alors, nous sommes peut-être à un nouveau tournant de cette construction européenne. La France demande une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Rwanda. Elle souhaite, et je viens de l'apprendre, un cessez-le-feu immédiat et sans préalable dans ce pays. La situation sur place devient en effet de plus en plus critique. Nos envoyés spéciaux Patricia Coste et Philippe Jasselin l'ont constaté dans un reportage commenté à Paris par Florence Mavic. 100 000, 200 000, le nombre de réfugiés qui franchissent la frontière entre le Rwanda et le Zaïre ne cesse de croître. Une marée humaine est en train d'engloutir la ville de Goma, au nord-est du Zaïre. Ces exilés sont en majorité des Hutus, épouvantés, qui fuient l'avancée des rebelles Tutsis du FPR. 500 000 personnes pourraient transformer le bourg de Goma en un gigantesque camp, le plus grand camp de réfugiés du monde. Ces hommes et ces femmes n'ont emporté que leurs biens les plus précieux. Les plus pauvres n'ont qu'une paillasse. Les autorités zaïroises tentent tant bien que mal de désarmer les Rwandais, du moins les civils, car elles laisseraient passer des camions transportant des militaires rwandais en armes. Notre envoyée spéciale, Patricia Coste, accompagne l'exode de ces déracinés. L'exil plutôt que le FPR. Ces réfugiés ont préféré l'inconnu plutôt que les nouveaux maîtres du pays. Hier, une nouvelle attaque du FPR leur a fait craindre d'être encerclés et l'immense cortège s'est mis en branle, calmement, déterminés à ne pas vivre avec le FPR. Ici au Zaïre, ils ne sont pas les bienvenus. Les habitants de la région sont principalement des Tutsis et l'on craint que le moindre incident mette ici la région à feu et à sang. Pourtant, aucune animosité n'était sensible aujourd'hui. Ils sont les bienvenus, disaient simplement les gens de Goma, stupéfiés devant l'ampleur et la misère de cet exode. L'arrivée de ces réfugiés risque pourtant de compliquer le travail des organisations humanitaires et peut-être le déroulement de l'opération turquoise lancée par la France. Goma est en effet la base arrière des forces françaises. Et l'on apprend que le gouvernement Hutu s'est réfugié aujourd'hui dans la ville de Cyangugu, dans le sud-ouest du Rwanda, dans une zone qui est sous protection des militaires français. Un drame en Italie, près de Milan. Les retraités prenaient leur petit déjeuner quand le toit de l'hospice s'est effondré. 27 personnes sont mortes et 7 autres ont été blessées. Cet établissement pour personnes âgées avait été construit il y a 9 ans. C'est sans doute une fuite de gaz qui a provoqué l'explosion, puis la destruction du bâtiment.
La passion, plus forte que la peur, le pilote de Formule 1 Karl Wendlinger, qui avait subi un très grave accident il y a 2 mois à Monaco et qui était resté dans le coma pendant 3 semaines, veut reprendre le volant. William Érigoyen. Il boite très légèrement, mais il semble en bonne santé. À 25 ans, le pilote de Formule 1 Karl Wendlinger est un miraculé. Son seul objectif aujourd'hui, reprendre au plus tôt la compétition. Et pourtant, souvenez-vous, c'était il y a tout juste 2 mois, lors des essais du Grand Prix de Monaco, l'Autrichien s'écrase contre une barrière à bord de sa Sauber Mercedes. Un choc frontal qui plonge Karl Wendlinger dans un coma profond. Après les accidents de Senna et de Ratzenberger, la série noire continue donc. L'Autrichien est alors transporté d'urgence vers l'hôpital La Roque de Nice pour y recevoir les premiers soins. Le pronostic est plus que réservé, les médecins sont obligés de prolonger son coma pour éviter les séquelles sur le plan cérébral. 3 semaines plus tard, Wendlinger rentre en Autriche. Le pilote qui souffre en outre d'une blessure au genou devra quand même attendre quelques mois avant de reprendre le volant. Romario Baggio, ça rime sur le papier mais pas sur le terrain pour notre plus grand plaisir. Les 2 hommes s'affronteront dimanche soir dans une finale rêvée que France 2 diffusera en direct. Elle opposera le Brésil à l'Italie, les 2 patries du football sud-américain et européen. Difficile de choisir entre les 2 petits princes qui en seront les vedettes. Laurent-Frédéric Bollet, Jean-Pierre Guillain. La 15e finale de la Coupe du Monde, elle opposera 2 triples champions du monde, une sorte de finale idéale donc, pour savoir qui du Brésil ou de l'Italie sera l'équipe la plus titrée de l'histoire. Avantage quand même au Brésil, 6 matchs, 5 victoires, 1 seul nul, 11 buts marqués pour 3 encaissés, les statistiques ne trompent pas. La circulation de balles reste époustouflante, comme ici sur cette contre-attaque, 3 passes et une occasion de but, c'est ça la magie du Brésil. Le problème, c'est que l'équipe doit presque tout à Romario. Hier, face à la Suède, il a encore été le sauveur. But marqué à la 81e minute. Il était temps. C'est le 5e but personnel de Romario. Quand on sait qu'il a été l'auteur de 3 passes décisives sur d'autres buts, on comprend que le Brésil ne peut pas se passer de lui. Romario, c'est l'atout royal, mais il ne faut pas qu'il planche, à moins qu'il ne soit pas le seul à faire gagner le Brésil. L'important c'était de gagner. Maintenant, nous sommes qualifiés pour la finale et si Dieu le veut, nous la gagnerons. Et oui, Dieu bien sûr est supporter du Brésil, c'est bien connu, qui sait ça peut servir. L'Italie de son côté doit aussi tout à un homme, Roberto Baggio. Mais le parcours de la squadra jusqu'aux demi-finales aura été chaotique, chanceux, voire miraculeux, si ce n'étaient les coups de patte de Baggio, synonyme à chaque fois de délivrance. La Bulgarie n'a pas réussi à enrayer cette tendance heureuse. L'Italie est en finale sans avoir été souveraine, mais la réussite est avec elle. Seule inquiétude, Baggio qui pleure de joie et de douleur. Il s'est blessé, on ne sait pas s'il pourra jouer la finale, auquel cas l'apothéose ne serait pas complète. Le spectacle sera sur le stade américain, mais aussi dans les pays respectifs, avant-goût brésilien, avec Emmanuel Beretta. Pendant 80 minutes, le Brésil retient son souffle. But de Romario. C'est la libération dans les rues de Rio. Attention, il reste 10 minutes à jouer. C'est fini, la fête peut commencer. « 24 ans qu'ils l'attendent, enfin ils la tiennent leur finale. » Le match aura lieu dimanche à Los Angeles. Le Brésil n'avait plus remporté la Coupe depuis 1970. N'est-ce pas, monsieur ? Et si je vous disais que 30 000 ou 40 000 personnes sont capables, par simple amour du foot, de se rassembler dans un stade autour d'une pelouse vide, où il n'y aurait ni joueurs ni ballon, me croiriez-vous? Non, évidemment. Eh bien, vous auriez tort, parce que c'est exactement ce qui s'est passé hier soir à Rome. Alain Chalvron. Faute de pouvoir aller à New York, on va au stade olympique à Rome. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers la nuit dernière à s'être donné rendez-vous là. Impossible pour eux de vivre l'événement en solitaire. Des fanas, en vert, blanc, rouge, bien sûr. Des jeunes, très jeunes même.
des amoureux passionnés et des Italiennes de rêve passionnées, elles aussi, car en Italie, supporters à un féminin, tifosa, par la grâce de Dieu. 21 minutes après le coup d'envoi, premier but de l'Italie. 6 minutes plus tard, deuxième but. Encore Baggio, vive Baggio. Un petit moment d'angoisse avec le penalty bulgare. Dio mio. Mais tout va bien. Coup de sifflet final, l'Italie est qualifiée. C'est l'explosion de joie. Aux dernières nouvelles, l'enfant est toujours en vie. La très républicaine Italie s'est trouvée un nouveau roi, Roberto Baggio, fait roi à New York, titre La Nazione, Il Mattino, Magico Baggio, Magique Baggio, Corriere dello Sport, Si Baggio, si, oui Baggio, oui, et tout au sport va même plus loin, l'Italie est entrée au paradis par la grâce de Baggio. Tous ces titres peuvent vous laisser imaginer ce que ce pays ressent à la simple idée que Roberto Baggio pourrait ne pas jouer la finale à cause d'une blessure. On attend donc avec angoisse le verdict des médecins. Si l'Italie gagne dimanche soir, Chalvron nous enverra son commentaire en italien. Si la finale se déroule dans d'aussi bonnes conditions que tous les matchs précédents, il faudra féliciter les Américains, très bons organisateurs, mais aussi les arbitres qui ont su, pour la plupart d'entre eux, appliquer les nouvelles règles. Témoignage de l'homme qui a couru autant hier que les Italiens et les Bulgares, mais sans ballon au pied. Il est français, Joël Quignou, Éric Lemasson avec Georges Matera. Les Français sont comme ça. 22 joueurs d'une demi-finale Italie-Bulgarie entrent dans l'arène et c'est aussi l'arbitre qu'ils regardent. Il faut dire que Joël Quignou, seul représentant hexagonal sur les terrains américains, était hier un peu ému. C'était son dernier arbitrage avant sa retraite internationale. Cette demi-finale constitue pour moi une belle fin de carrière et puis lors de mon coup de sifflet final, j'ai pensé à ma mère qui est décédée l'année dernière et à mon père qui est handicapé, qui est sur une chaise roulante et forcément c'est des moments qui sont très forts, qui sont intenses car je sais que ce que j'ai vécu à l'occasion de cette Coupe du Monde et notamment sur ce dernier match, je ne le vivrai plus. Mais j'ai donné beaucoup au football, mais le football m'a rapporté tellement que finalement on ne peut pas être déçu de terminer ainsi. Un beau match, du beau jeu et un arbitrage satisfaisant, même si à l'issue du match, le Bulgare Stoïkov a critiqué Joël Quignou, en regrettant surtout que l'arbitre soit un Français. Joël Quignou oubliera très vite et conservera un souvenir impérissable de sa World Cup en Amérique. Le public a été chaleureux, bon enfant, connaisseur, malgré tout ce qu'on a pu dire et écrire à son sujet. Et j'espère que c'est encourageant pour la suite, l'évolution du soccer aux États-Unis. Hier, l'arbitre a sifflé la fin du match. Et les caméras se sont bien sûr attardées sur la joie des Italiens. Joël Quignou s'est effacé. C'était un vrai coup de sifflet final. N'oubliez pas la finale Italie-Brésil dimanche soir après le journal de 20h sur France 2 avec Didier Roustin et bien sûr Eric Cantona. France Télévisions, le plus grand terrain de sport, ce sera encore vrai à partir de demain avec la retransmission des quarts de finale de la Coupe Davis. Ils opposeront à Cannes la France à la Suède, un grand absent côté français, Forger, et une grande crainte, les Suédois sont bons. François Brabant, Alain Poirier. Dans son genre, c'est un vrai festival. Le festival des Cannes, celles sur lesquelles on s'appuie quand ça ne va plus très fort. Car contrairement aux apparences, pour l'équipe de France, ça n'est pas le grand bleu. C'est elle là-bas au fond à droite. 4 joueurs et quelques premiers rôles convalescents. La palme du mystère à Cédric Pioline. En Coupe Davis, on l'y a annoncé souvent, on ne l'y a jamais vu pour l'instant. Ces derniers temps, Pioline n'était que le fantôme du joueur qu'il fut l'an dernier, mais cette fois, c'est lui qui pourrait jouer les Vengeurs masqués. Bon bah ça y est, cette fois-ci il se passe rien, je me blesse pas, il n'y a pas de problème de coach, enfin bon, tout est en place. La palme du suspense à Arnaud Beuch. Lui, c'est le physique qui pêche. À Cannes, il fait chaud et Beuch pourrait en souffrir. Abandon à Roland-Garros, lassitude à Wimbledon, c'est un rôle qu'il connaît malheureusement bien et qu'il abandonnerait volontiers. Je ne veux pas trop parler si c'est complètement guéri parce que j'ai été surpris ces derniers temps par pas mal de problèmes. Mais en tout cas, je me sens bien. J'ai fait 15 jours à plein là, et en jouant très très bien, j'ai gagné 2 bons matchs chaque stade. Je me sens tout à fait en bonne forme.
2 palmes côté français, une seule côté suédois, mais une de taille. Battu entre autres au premier tour à Roland-Garros par Henrik Holm, son partenaire ce week-end, Stefan Edberg n'est plus ce qu'il était. La palme d'or a pris quelques cheveux d'argent. Edberg, Böttch, puis Pioline Holm, ce sera la première affiche de ce France-Suède. Et si les Français ratent la marche, ils pourront toujours se reconvertir. À Cannes, les palmes, ça peut servir à beaucoup de choses. Une pause en revanche dans le Tour de France, une occasion pour nous de voir autre chose que les mollets et les roues. Christophe Duchiron et Frédéric Basile se sont arrêtés hier dans le Gers, à Fleurance, où le Tour passé, un grand événement bien sûr, vécu comme tel par les habitants, qui ont d'abord salué leur cycliste local avant d'applaudir les pros. Un air de fête, un jour de fête, c'est la tournée du facteur qu'on acclame comme un coureur. Ici la route du Tour, un sacré coup de pédale, monsieur le facteur est seul en tête, mais voici la caravane qui revient sur l'échappée du jour. Roule facteur, t'auras l'air d'un vainqueur. Sur le bord de la route, c'est l'heure des gens du Tour. Au fond du fossé, il y a une brioche, ça tombe bien, c'est l'heure du casse-croûte, c'est la pause du facteur. Et puis il y a l'heure des coureurs, les gars du peloton, qui passent sans prêter attention à ce spectateur. Et dire qu'ils font presque le même métier, à bicyclette, les uns collectionnent les exploits et lui distribuent le courrier. Sur son vélo jaune du meilleur facteur, Jean-Luc relance l'allure, le Tour est passé, sa tournée va commencer. Sur un air de fête, parce qu'aujourd'hui, c'est jour de fête. Salut Léo. Ça va? Tu vas bien? Ça va. Allez mon petit. Alors tu as vu le Tour de France aujourd'hui? Il t'a donné une casquette? Oui. Ah, mais c'est bien. 12 ans à la poste, le facteur a du cœur et il a le sens du contact. Ah, il prend le temps de parler, le facteur. Ah, toujours. Ah, mais oui. Il y a toujours un mot, oui. Toujours, on se connaît. Le facteur, c'est un ami, quoi. Hein. Sur les routes du Gers, autour de Fleurance, 6 km à vélo, 2 heures de tournée, ça use le postier. Mais les côtes, si elles sont trop dures, on les monte à pied. Voilà. Faut prendre la vie du bon côté. Jean-Luc a le bonheur simple des gens heureux. 14 juillet, un air de fête nationale, sans artifice. Bal populaire sur la piste, avec sa casquette, avec sa moustache à la Tati, Jean-Luc montre qu'il est un fameux danseur. Jean-Luc le facteur, avec son vélo jaune et sa sacoche de courrier. Du bonheur plein la tête. Après tout, c'était jour de fête. Jour de fête à Fleurance, jour de fête partout en France, mais pour d'autres raisons évoquées déjà hier, avec encore une fois un conseil destiné à ceux qui veulent danser, boire, puis conduire, impossible. Jacques Deveau, Gabriel Camilla étaient en Bretagne. Prenez un feu d'artifice, ajoutez le bal, populaire bien sûr, avec orchestre et chanteuse. Arrosez d'un peu, beaucoup, voire trop d'alcool, et voilà, vous avez un beau 14 juillet. Problème, il faut rentrer, et alcool et voiture ne font pas bon ménage. Il est hors de question de prendre la voiture un soir comme ça. Et puis là, on est à côté de chez nous, on fait la fête, et puis c'est vraiment la fête populaire ici. D'une part, j'ai pas envie de boire, et je suppose qu'il faut au moins une personne qui reconduise les autres chez eux. Donc je profite aussi de la soirée, mais sans alcool. Voilà pour les raisonnables, il y a aussi les autres, confiants dans leur capacité ou dans leur bonne étoile. Et puis j'espère que les gendarmes ce soir ils vont pas être sévères, c'est ouais. Alors bonne route. Au revoir. Je pense qu'à partir de 2 verres, c'est vrai qu'on est susceptible de dépasser 0,7 grammes par litre de sang, je crois quelque chose comme ça. Je suis certainement dépassé, mais je suis largement apte à conduire, j'habite à 500 mètres. Et tout ce beau monde va tenter de reprendre la route. De l'autre côté du bar, le service continue. La loi nous empêche de recevoir et de servir des gens en état d'ébriété manifeste. Mais 0,7, 0,8 n'est pas un état d'ébriété manifeste. Ou alors, on ne peut pas voir, on ne décèle pas. On ne sait pas si les gens conduisent quand ils s'en vont. Et puis on ne peut pas déceler quelqu'un qui a 0,8, c'est impossible. Ultime étape, la discothèque. Les consommations sont chères, alors certains transportent leurs provisions dans les voitures.
On se va de tout, hein, aussi bien de la bière, du vin, du ricard, de tout, du whisky, tout ce qui est alcool, quoi. Et c'est ainsi que chaque week-end et jour férié s'alimente la rubrique des accidents de la route. Nous étions hier à la Bastille pour le bal organisé par la mairie de Paris, mais nous tenons à rappeler que les bals des 13 et 14 juillet, ce sont aussi ceux des pompiers. Un détour par l'Alsace avec John Reichenbach et Sylvain Gauthier. Pas de doute, vous êtes bien en Alsace. Car c'est à la tarte flambée qu'ici les pompiers fêtent le 14 juillet. C'est typiquement alsacien, quoi. Et puis depuis qu'on fait ça, les gens viennent ici passer leur soirée, quoi. Et ce qui est bien avec les pompiers, c'est qu'ils ont les moyens de garder leur Riesling au frais. C'est tout juste si les pompiers allemands venus en voisin ne regrettent pas d'avoir eux aussi un 14 juillet à fêter. C'est la liberté, l'insouciance, la spontanéité. C'est vraiment bien ici. Liberté, égalité, fraternité. Pour certains, le 14 juillet, c'est du sérieux. Pour nous, c'est le début de la République. Voilà, c'est ça le 14 juillet. C'est très sérieux aussi pour nos chers sapeurs, car grâce à la cagnotte du 14 juillet, ils vont pouvoir se payer une journée d'excursion dans les Vosges. Vous savez, quand on a vécu avec eux, hein, on ne peut plus s'en passer. C'est une grande famille. Et leur gentillesse n'a d'égal que tous les secours qu'ils peuvent porter et tout le bénévolat qu'ils font. Croyez-moi, c'est une lourde tâche pour tous. Et contrairement aux clichés, les pompiers sont très rockabilly. Pas le temps de souffler que déjà c'est reparti. Car ici, la fête leur appartient. Tout feu, tout flamme, ils entraînent la population jusqu'au bout de la nuit. Un autre rappel destiné à ceux de plus en plus nombreux, malheureusement, qui l'ont oublié, le bal de juillet, c'est aussi les guinguettes. Régis Cotias, Emmanuel Beck. Allez, souquez les filles. Encore un effort et de l'autre côté, la récompense. Au fait, les filles, pourquoi vont-elles ? Dans les boîtes ou d'autres choses. Mais c'est bien. Ce qui me plaît, c'est qu'on découvre des gens pas comme les autres, qu'on découvre des gens joyeux et qu'en fait tout le monde a l'air de s'amuser. C'est une sorte de danse, c'est la fête. C'est la fête ? Ouais. Et les bords de Marne. Et pourtant, l'âge d'or des guinguettes, c'est fini. Avant la Deuxième Guerre mondiale, on en comptait 400 semblables à celle-ci. Mais le disque et la musique américaine ont eu raison de l'accordéon. Aujourd'hui, il ne reste qu'une dizaine d'établissements aux environs de Paris, mais quelques nostalgiques reprennent le flambeau. On a besoin de souffler un peu, on a besoin d'avoir des lieux où on puisse se détendre, se retrouver, retrouver cette convivialité qui est bien de chez nous. C'est-à-dire ce qu'on faisait avant, les repas de famille. Eh bien les gens, quand les jeunes qui découvrent les guinguettes, en fait ils se découvrent une famille. L'esprit guinguette, lui en tout cas, ne meurt pas. Toujours aussi jeune, la chanson du petit vin blanc fête ses 50 ans. Et cet air de vieille romance donne toujours la cadence. Et pour conclure ce journal, notre chronique d'Avignon, où Thierry et Philippe Luzzi tiennent à nous montrer que, sur scène comme dans la vie, l'échange entre les hommes peut passer bien sûr par les mots, mais aussi parfois par les silences. Les uns entendent, les autres pas. Tous se comprennent. Deux troupes, l'une d'acteurs sourds, l'autre d'acteurs entendants, un travail commun sur un texte inédit d'Hervé Guibert, une aventure, une rencontre. Au début, c'est vrai que c'était un petit peu difficile. Mais là, maintenant, à Avignon, c'est super, parce qu'on se voit tous les jours, on vit ensemble, on est un petit peu enfermés dans ce lieu, et on est sans arrêt ensemble dans la vie au quotidien, et les liens sont beaucoup plus forts maintenant. Un geste et tout est dit. Stanislas Nordet, 27 ans, metteur en scène, a appris le langage des signes, rassemblé deux cultures, réuni deux perceptions différentes. On s'apercevait que les acteurs sourds avaient une présence par leur regard décuplée par rapport aux acteurs entendants. Et les acteurs entendants, au début, avaient peur de ça même par moments.
Le haut le cœur était trop étourdissant pour ne pas durer une éternité. Ce qui frappe, c'est le décalage entre la verdeur des mots et la douceur du geste qui le traduit. Les lumières s'étaient rallumées. La femme devait déguerpir de la scène, houspillée sur le côté du plateau par l'employé qui lui tendait le rideau comme une serviette pour s'essuyer. 7 heures de magie, de rencontres, d'amour, de sexe, de poésie. Les hommes s'étranglaient de rire. Je vis grandir la toison toute humide de leur lèche au niveau de mon regard. Et puis un message en forme de rappel pour nous, grands dévoreurs de sons et d'images. Il est plus difficile de tricher avec un regard, avec un geste, qu'avec un mot. Silence et point de suspension. Laurent Romeshko décrira le ciel de demain, gris au sud, bleu au nord. Patrick Chêne et Nathalie Simon vous feront découvrir à 20h50 les trésors du monde. Alain Delon et Léa Massari joueront dans Le Professeur à 22h35 et Philippe Lefebvre à minuit 15 vous donnera les dernières informations. Bonne soirée sur France 2, à demain 20h, bonsoir.